Terrifié d'écrire la moindre ligne pendant 1 an et demi facile parce que c'est Dragon Ball Ouais, quoi. ouais, Tu monument, touches à quoi. Dieu. Goku il est plus fort que Dieu. Tu te dis mais à quel moment je suis légitime d'écrire un bouquin sur Dragon Ball? Bienvenue sur ce nouveau podcast, Honne, le Japon sans détour. Le but de ce podcast, c'est d'inviter soit des Japonais, soit des personnes qui sont en lien avec le Japon. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Kola Tran, qui travaille en lien avec le Japon. On va en parler un peu plus et je te laisse te présenter rapidement. Salut, bonjour tout le monde. Présenté à toi parce que du coup dans mon boulot on dit faut éviter les regards caméra. Je m'appelle Kola, alors actuellement je suis auteur-réalisateur. Je pense que c'est mon activité principale. Mais sinon j'ai fait pas mal de boulots différents. Pendant très longtemps, j'ai été journaliste puis rédacteur en chef pour la chaîne J1 pour une émission qui s'appelait, malheureusement parce qu'elle n'existe plus, le News Show, qui était une émission quotidienne dédiée à la pop culture asiatique. Parce que la chaîne était dédiée à la pop culture asiatique, donc le JT était dédié à ça. Et l'émission, elle s'est arrêtée un petit peu avant le Covid. J'ai participé à 2, 3 autres choses à gauche et à droite. On a travaillé intensément ensemble au moment d'un événement qui s'appelait le PAM, le Pop, Asia Matsuri. Pop Asia Matsuri. Pop Eh Asia ben voilà, Matsuri. j'ai déjà oublié. 2010, non, 2021, je crois. Ouais, 2021. Ouais. Et depuis, je fais plutôt du documentaire. Et voilà, je fais un documentaire en 2022 sur le hip-hop coréen Ouais. pour France Télé. Et puis là, je suis ici parce que je Comment travaille sur un deuxième documentaire en lien avec le Japon. J'ai d'abord une première question sur ton enfance. Non, sur. J'étais relou. C'est pas vrai, j'étais extrêmement sage. Comment est-ce que tu as commencé à aimer le Japon? Est-ce que c'était enfant? Est-ce que ça s'est fait plus tard? Alors, moi, c'était pas mal enfant. Alors, je suis de 87, ce qui veut dire qu'à l'heure où nous tournons, j'ai donc 37 ans. Et je pense que ça me classifie dans la fin de génération Club Dorothée. Ok. Donc j'ai quand même regardé un petit peu de Club Dorothée, même si c'était interdit chez moi. Donc j'allais squatter chez des potes chez qui eux ils avaient plus de permission au niveau TF1 le matin machin et tout. Ok. Surtout le mercredi matin pour pouvoir aller voir du Dragon Ball, du Saint Seiya, tout ce qui passait. Pas trop au Kutono Ken, mais Sailor Moon aussi. Même s'il y avait ce truc un petit peu débile à cet âge quand t'es enfant de ouais mais Sailor Moon c'est pour les filles. Alors que Dragon Ball et Saint Seiya c'est des trucs de bonhomme donc c'est ça que tu vas regarder. Ouais. Donc déjà je fais partie de cette génération là. Et puis je reparlais un petit peu. Moi j'ai des origines, je suis moitié vietnamien, un quart espagnol, un quart français. C'est un peu chelou, ça fait que j'ai une tête de Mexicain. On me dit souvent, bon voilà. Mais il y a un truc Après, c'est tout un sujet beaucoup plus lourd, mais genre sur la diaspora vietnamienne en France et tout ça, où souvent les origines sont un peu floues quoi, pour les deuxièmes générations. Donc moi, c'est mon père qui est venu du Vietnam quand lui était petit. Et jusqu'à récemment, je n'avais pas forcément beaucoup d'informations. Mais il y avait ce truc-là quand même de conscience des petits que je suis asiatique. Déjà, il y a d'autres enfants qui me le font remarquer de manière plus ou moins sympa. C'est pas forcément, enfin aussi avec les aspects positifs du truc. Mais je sais que moi, quand j'étais petit, j'ai eu les aspects négatifs de t'as les yeux bridés, t'as machin, tout ça. Faut dire que j'étais vraiment, vraiment petit, bridé avec une coupe au bol. Genre, j'avais vraiment le look total, total enfant asiate, machin et tout. Et du coup, la rencontre avec le Japon, il y a un peu de ce truc de j'ai des racines asiatiques dont je connais pas grand-chose. Et en fait, dans ce qui m'entoure, le premier truc asiatique que je trouve, en fait, c'est les animés, c'est le manga, et c'est le jeu vidéo, et c'est tout ça. C'est intéressant. Ouais, puisque en fait, à la maison, on est dans un truc où la partie culture asiatique est finalement quasiment effacée au profit d'être vraiment dans l'intégration. Ok. Toi, tu sens que tu as quand même une différence, tu veux aller quand même rechercher un petit peu quelque chose qui est de l'ordre des origines là-dedans, quoi. Donc, je pense que c'est un peu ces deux facteurs à la fois, quoi. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'ai été exposé à ces trucs-là, mais peut-être que, parce qu'il y a ce background, ça a résonné un peu plus fort que chez d'autres enfants à l'époque. Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais déjà, j'aimerais bien aller justement en Asie pour voir, ou t'es peut-être pas encore à ce niveau-là? Ouais, si. Alors, un truc marrant, c'est que j'étais un enfant très sage, probablement déjà un petit peu angoissé ou Ouais, anxieux de bien faire les choses, de ok. machin, de tout ça. Et j'ai vu un pédopsie pendant un moment parce que je m'étais tapé un flip d'avoir tenu la rampe en descendant de chez moi et à un moment de m'être léché les mains ou sucer les doigts parce que je sais pas, ouais, j'avais un truc dessus et qu'on m'avait dit ah mais les produits pour nettoyer le truc c'est toxique en fait. Donc en fait j'ai fait des trucs d'enfant tu sais à 5 6 ans de mais je vais crever en fait parce que je me suis léché les doigts après avoir touché la rampe et rien à voir et du coup on allait voir le j'arrive à une anecdote Ah oui, qui a un sens par rapport à ce qu'on dit j'attends la hein, suite, tu vois. ouais. Et j'allais voir le pédopsie et je sais qu'à un moment il a demandé ah ok dans une conversation je sais plus lequel mais t'es déjà allé au Vietnam et tout Mhm. puis je lui ai dit bah ouais j'y suis allé plein de fois et puis mes parents comment ça on n'est jamais allé au Vietnam tu vois. Ouais. Fait, mais, en fait pour moi quand on allait au resto vietnamien dans le 13e on allait au Vietnam. Ah non, c'est trop mignon. Donc moi j'étais persuadé que c'est bon c'était déjà fait tu vois. Il n'y avait C'est pas besoin pareil. il y avait pas besoin de se déplacer finalement. Ce qui est. Voilà. Alors, en même temps, on pourra dire que le 13e arrondissement de Paris, c'est un petit avant-goût Mhm. de peut-être certaines parties de l'Asie, mais c'est pas ça que non plus quand même. Quoi. Ouais, ouais. Donc, non, bah après le Japon, ça me faisait rêver, mais de très loin, il n'y a pas eu de. En fait, je me suis jamais dit que c'était vraiment concrètement une possibilité de voyager là-bas. Mhm. Euh, j'ai pas une famille qui voyage Ouais. énormément. Euh, à chaque fois, les vacances, enfin on va voir de la famille qui est pas forcément très très loin. C'est pas genre, tiens, on va aller tester d'aller dans ce pays dont on sait rien du Ouais. tout en prenant des billets et tout ça. Déjà pour des raisons bah, budgétaires, quoi. Enfin, je sais pas, on n'était pas spécialement ultra aisés. Et puis, je pense que c'était pas l'habitude. C'était Ouais. juste pas l'habitude pour les vacances, quoi. Mhm. Et ensuite, au niveau de tes études, Alors, au niveau de mes études, à la sortie du lycée, j'ai eu un peu mon bac par miracle et j'étais en scientifique, mais du coup, ok. j'ai décidé de prendre une fac de japonais quand même. Oui, justement, c'est ça. Donc, Comment est-ce ouais, que t'es arrivé en fac de japonais? ouais, je suis arrivé en fac de japonais bah, parce que ça m'a jamais lâché Ouais. de lire des mangas et tout ça. Ok. Enfin, je pense que globalement, le week-end typique de mes 12 à 16 ans, on va dire, c'était d'aller à la séance de 11 heures au ciné avec des potes et après de se poser à la Fnac toute l'après-midi, chacun avec sa pile de mangas, Trop bien. voilà, et assis dans un coin du truc librairie. À la Fnac de Vélizy. Merci la Fnac de Vélizy d'avoir été dans les années 90 aussi laxe sur avoir 4 gamins et leur pile de trucs. Ouais. Et donc, bah, je pense que c'est là où je me suis fait ma culture manga. Merci aussi aux médiathèques d'ailleurs, parce que je pense qu'on ne dit pas assez que les médiathèques c'est trop bien. Mm. Euh, pour vraiment avoir accès du manga pour tout le monde et Ouais. à un prix accessible. Je me disais, ouais, j'aimerais bien faire un truc en lien avec le Japon. À l'époque, je me disais, je me verrais bien interprète en fait. Ah, Tu vois, je ouais. me verrais bien, peut-être même, j'étais assez intéressé par la politique aussi, donc je me disais Ok. même, genre pourquoi pas de l'interprétariat, genre en diplomatie ou Mm. en, tu vois, Ouais. voilà, en politique internationale et tout. C'est pour ça Ouais. que je suis rentré en fac de japonais, Ouais, donc c'est plutôt logique. mais avec une motivation assez flottante quand même, parce que t'es jeune adulte, enfin voilà, tu découvres aussi la vie, plein de trucs, t'as des distractions dans tous les sens. À la fac. Ouais. Ouais. Et en fait, on te dit la fac de langue, c'est un peu considéré comme le truc à la cool, Ah. pour le dire poliment. On a le droit de dire des vulgarités ou pas sur Mais ah oui, ok, d'accord. c'est vraiment Bon, la chaîne. le truc de la fac de langue, c'est vraiment un repère de branleur. Et du coup, moi, j'y allais un peu dans ce mode-là, alors que quand faut apprendre des kanji, tu peux pas être dans cette Ouais, c'est attitude. une autre ambiance. Ouais, c'est genre, ah ouais, j'ai quand même 50 par semaine. Ah Ouais, ça oui, s'invente pas, connaître quoi. par cœur. Je sais même plus le nombre exact, mais ça me paraissait un peu écrasant et tout. Et en plus, comme généralement, quand je fais quelque chose, je veux bien le faire, là, je pense que j'étais pas. Ouais, ça faisait un peu beaucoup pour moi. Mais j'ai Mm. chopé quelques trucs quand même là-bas qui me sont très utiles aujourd'hui et qui m'ont été utiles pour le taf.
J'ai une anecdote, je pense qu'après 2-3 mois du début des cours, il y avait les cours d'expression orale qui Ouais. globalement étaient ceux que je trouvais le plus sympa parce que c'est là où tu as le plus d'interaction, où t'es pas juste, juste à gratter dans ton Ouais. cahier. Tu dois progresser aussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, les profs étaient vraiment chouettes, enfin, elles étaient vraiment sympas. Il y avait ce truc d'arriver à la fac et que quand même les profs sont. Ah oui. Tu sais, on est tous des adultes Mm. à des âges différents, mais bon, on est quand même un peu moins dans un truc très, très vertical. Ouais, complètement. Euh, les cours, enfin, il y avait les cours d'histoire et de culture que je trouvais absolument passionnants. Ok. On avait un prof d'histoire du Japon notamment qui était incroyable et qui avait 1000 anecdotes parce que lui, il avait fait le Japon en long et en large et voilà, il y avait plein de trucs à raconter. Et donc en cours de, en cours de langue, c'est qu'on me pose une question et j'ai vraiment fait genre ah non, so desu ne. Wakarimasen. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. J'ai pas compris. J'utilise très régulièrement, Ouais, bah, hein, n'est-ce pas? C'est quand même un super joker, franchement. super joker de français ici, quoi. Et je sais que la prof m'avait, ça avait bien fait marrer la prof, Ouais. qui m'avait dit, bah, franchement, je te donnerais un peu des points parce que t'as vraiment hésité exactement comme un japonais, Ouais. même si t'as rien compris à la question. Et donc elle était mi-désespérée, mi-amusée. Et ce qui fait que voilà, j'avais les points de ah, tu fais super bien semblant. Exactement. Mais non, mais il y a quand même des bases il y a quand même des bases de vocabulaire, un minimum de kanji, Mm. et puis la lecture des kanas, surtout qui fait que ça t'aide quand même vachement. Ouais. Enfin, je dis la lecture des katakana, c'est quand même pour les mots étrangers qui viennent principalement de l'anglais. Donc ça, typiquement, quand t'es au Japon, tu sais lire les katakana, c'est un joker de dingue Ouais. par rapport à quelqu'un qui sait pas du tout les lire. Parce que tu retrouves des mots phonétiquement, tu arrives à comprendre de quoi on parle, quoi. Ouais, complètement. Même des petites bases, hein, ça te permet quand même de Ouais, te débrouiller. ouais, Ici, ouais, quoi. carrément. Et puis l'oral est pas si compliqué, quoi. Ça, je pense que. Oui. Enfin voilà, là, pour les personnes qui regardent l'émission et Ouais. tout, il y a vraiment un truc de. Le japonais à l'écrit, il fait ultra peur, Mm. mais à l'oral, en vrai, c'est pas très compliqué, hein, je trouve. Au Débrouillé, moins hein, pour se débrouiller pour une petite conversation, je suis d'accord. Ils Ouais. utilisent quand même beaucoup les mêmes choses. Oui, bah régulièrement. oui. Enfin, dans le débat d'idées, pas forcément. Mais Mm. pour juste le truc simple on va dire, de tourisme, d'arriver à trouver son chemin, d'arriver à acheter quelque chose, d'arriver à, Ouais. enfin voilà, d'un point A à un point B, de savoir si tu peux faire ceci, pas faire cela. Franchement, ça va, c'est pas très dur. La fac de japonais, j'ai fait une première année, c'était l'année du CPE, donc le contrat première embauche. Ça, c'est les vieux qui savent ça, mais en gros, il y avait pas mal de manifs étudiantes à ce moment-là. Ok. Moi, j'en faisais un peu partie, et puis, comme j'ai dit avant, je m'intéressais aussi pas mal à la politique depuis assez jeune. Donc je me sentais assez concerné par le truc, c'est-à-dire j'ai participé aux AG, j'ai participé à bloquer ma fac, j'ai participé à machin. C'était une année un peu compliquée. Ouais. Et, et heureusement ce truc-là n'est pas passé d'ailleurs. Et parce que c'était des contrats qui auraient été vraiment très 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 précaires pour Ok. en gros pour les jeunes travailleurs, quoi. C'était une espèce de truc, c'était pas un CDD, c'était pas un CDI, c'était un truc où en gros tu étais dans une espèce de période d'essai permanente et puis si on te disait bon bah Ouais. tu dégages du jour au lendemain, tu Ouais, dégages du jour au lendemain. Ce genre de contrat. Ce qui n'était pas c'était pas fantastique. Ouais, fac de japonais j'y étais pendant 3 ans en redoublant une année. Mais vraiment, je travaillais pas très très bien, quoi. J'ai eu certains partiels à l'arrache. Je pense que toute la partie histoire et culture, je m'y intéressais vraiment beaucoup, donc ça allait. Mais par contre, la langue, vraiment, je bossais pas assez je bossais pas assez pour pouvoir passer mes trucs. Et aussi en parallèle, en fait, je commençais à donner des cours de musique parce que je fais de la musique à côté, donc je donnais des cours de guitare à des ados Ok. qui commençaient vers chez moi et tout. Et j'avais un groupe de musique, je voulais me perfectionner là-dedans. Je suis parti dans une école de musique spécialisée en jazz. Mhm. Je faisais de la guitare jazz. Là, j'y étais pendant 3 ans. Ok. Mais c'est pareil, j'ai pas été très assidu. Même chose,
c'est très exigeant, enfin les études de musique quand tu veux atteindre vraiment. Ouais. Et là, c'était une école qui visait vraiment un niveau d'excellence. Ok. Je faisais pas tout bien comme il fallait parce que la vie, quoi, Ouais. parce que plein de trucs. Ouais. Et en fait, à sortir de ce truc-là, ma chérie, qui est toujours ma chère et tendre aujourd'hui, me disait, mais en fait, tu veux être musicien. Mhm. Elle terminait de bosser en télé. Ok. Enfin, elle terminait son stage, en fait. Et elle Ouais. avait en master de production audiovisuelle, mais elle était en programmation télé. Elle me disait, mais en fait, toi, ton statut, à la fin, ça va être intermittent du spectacle, si tu es musicien. Donc, il se trouve qu'intermittent du spectacle, c'est aussi la catégorie de plein de gens qui bossent en télé, les présentateurs ou les techniciens, machin, enfin tout le monde a des contrats d'intermittence. Donc, elle m'a un peu suggéré, genre là, il y a un casting pour la chaîne manga qui va s'ouvrir. Ah ouais. Ouais, tu devrais aller postuler voilà, parce que peut-être présentateur, tu sais pas, bah déjà ça te fait une notoriété. Donc peut-être ça t'aidera à démarrer des projets musicaux et puis bah, ça te fera des thunes Ouais. et des contrats, des heures d'intermittence. C'est une bonne expérience à prendre. Ouais, donc je suis allé faire ce truc-là. C'était une bonne expérience parce que j'ai pu bosser. Donc j'ai passé un casting, j'ai été pris pour présenter une émission Ok. sur la chaîne Manga que j'ai fait pendant 1 an. C'était une bonne expérience dans le sens où j'ai rencontré plein de gens cool, les techniciens avec qui je bossais. Voilà, qui m'ont bien accueilli. Ouais. Par rapport à des trucs, j'ai croisé Dorothée, Ah, waouh. mais je m'en suis même pas rendu compte. Ouais. Mais j'ai pas vu que c'était elle. Le jour du tournage de la bande démo des nouveaux animateurs, il y a une dame qui. Je revenais de ma pause clope, et il y a une dame qui fait Ah, où est-ce que je peux. Ouais, c'est où qu'on peut fumer ici et tout machin. Je lui dis Bah, moi c'était par là, là. J'ai descendu les escaliers. Et puis quelqu'un débarque dans le couloir après Ah, t'as vu Dorothée? Non. Mais. Hein? Il y a plein de gens qui doivent être très déçus d'entendre ça. Ouais, un petit peu. Mais non, mais après, c'était pas une. C'est juste. Tu sais, genre, moi, j'ai Oui, pas bah. calculé. Et puis, elle était pas dans un. Enfin, tu vois, c'était Ouais. un moment, elle était ni apprêtée, ni maquillée, ni machin, tu vois, pas comme t'es en télé. Oui, tu fais pas attention. Et puis, le club Dorothée, c'était, tu vois, enfin, c'était il y a 20 ans avant, Ouais, donc, c'est ça. bah, forcément, tu Ouais, vois, t'as elle, pas fait elle a la changé connexion. physiquement, Ouais. j'ai pas tilté. Et puis, en vrai, enfin, moi, je regardais le club Dorothée pour les dessins animés. Dorothée, j'en avais pas vraiment grand chose à faire. Ouais. Donc j'ai passé ce truc-là. Par contre, c'était assez désagréable parce que le directeur de programme était complètement fêlé. Faut le dire, il est éteint de la télévision. Ah oui, Il est ok. parti avec un record de plainte pour harcèlement moral, machin et tout. Ok. Et moi, effectivement, je l'ai senti aussi sur mon année de passage en tant qu'animateur où il était. Enfin voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement toxique, très manipulateur, très machin et tout. Donc au bout d'1 an, ça c'est. T'es resté quand même 1 an. c'est quand Ouais, même- je suis resté 1 an, j'ai fait jusqu'à Japan Expo, Ok. où j'ai fait un peu une couverture en mode. Enfin, tu vois, Euh, animateur sur ouais. le terrain, je vais essayer des trucs à Japan Trop bien. Expo, on va goûter des trucs, Ouais. je vais aller goûter du vrai wasabi, je vais aller faire je vais aller m'entraîner avec le temple du ninja qui a maison Alfort, je lui refais de la pub, c'est cool. C'est Allez. genre, pour qu'il me latte la gueule là-bas. Et puis aussi faire quelques interviews d'artistes, Ok. des artistes qui étaient Génial. invités. J'ai regardé des mails là-dedans, le line-up était complètement fou. Il y avait Kari Pamiu Pamiu, Momohiro Clover Z, Man with the Mission, enfin, et puis même en manga animé, genre j'étais là, genre, mais qu'est-ce que c'était que cette édition? Ouais, ouais. Genre, je sais plus, 2012-2013, un truc comme ça. Très belle prog. Ouais. Et c'est pendant ce tournage à Japan Expo que ce directeur des programmes a pété un câble et genre vraiment à 18, quand t'as terminé ta journée de tournage, qui me Ouais. fait « Ah, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça aujourd'hui, ok, bah super, t'es viré. » Genre, ouais, tu vois, mais un truc lunaire. Et toi, t'as la journée dans les Ouais, pattes, la t'as tout Japan Expo. donné, tes machins, tu sors, tu vois, tu sors de Villepinte, t'es là, genre quoi? Il dit ça, il t'a menti. Ouais, mais vraiment un truc, enfin, qui ne relève absolument pas d'une faute professionnelle ou quoi, hein, mais d'un truc qui lui avait pas plu, tu vois. Genre. Ouais, je sais le type de profil. Ouais, ouais. Vraiment, très- Mais enfin, c'est un type de profil. C'est un gars, j'avais eu un moment un truc 15 appels entre 23 et minuit une veille de tournage parce que sur Facebook j'avais mis ah demain j'ai tournage, je me rase la moustache ou pas, et qu'il était en mode mais genre non tu décides pas de changer ton image comme ça du jour au lendemain. Ah oui. C'était juste genre est-ce que je me rase ou pas, tu sais genre Ah oui. t'es là tu fais
Parce que, et je ne sais pas comment, t'as vu ma publication Ouais, Facebook déjà, de c'est- machin, c'est genre... drôle. Oh. C'est drôle que maintenant, tout le monde met des stories, tu sais, aussi facilement. Tu Ouais. fais attention, c'est aussi un secret professionnel, mais c'est vrai que maintenant, Ouais. c'est beaucoup plus... Mais ou alors, si t'as des trucs d'apparence et comme ça, c'est stipulé quelque Oui. part dans un contrat. Oui, oui. Et puis ça se paye, et puis il y a machin. Ouais, t'es pas du tout dans un truc aussi bloqué que... Ouais, il y avait un truc de vieux directeur des Con- programmes à l'ancienne, Un peu, ultra... T'as besoin de contrôler plus. Ouais, genre grand Manitou. Genre, il fumait pas des gros cigares, mais c'était l'idée, tu On voit vois. l'image. Ouais. Ouais, ça c'était ma première expérience en télé, et donc avec du bon et du mauvais. En vrai, j'aimais pas être présentateur, mais Ok. par contre, tu vois, genre j'ai kiffé discuter avec les cadreurs, les lights, le montage. Ouais. Parce que du coup, le montage, bah, comme c'était sur des thématiques Japon, machin et tout, ces trucs-là ont disparu de YouTube. Je suis un peu content parce que je pense que j'ai écrit plein d'inexactitudes à l'époque. Je faisais un peu On une pourra truc pas, insolite, mais un peu écrit à la Wikipédia, à la va-vite et tout. Pas très très bien. Et bon, bah forcément, comme les mecs connaissaient pas spécialement tout ça, bah fallait que j'assiste au montage, que je guide, quelle illustration à quel moment. Et du coup, cet univers-là m'a quand même pas mal intéressé. Mhm. Après ça, j'ai eu une petite période de pause. J'ai bossé au Kawaii Café à Paris, en Ok. barman extra, donc bar otaku à fond, qui est regretté par tous les habitués. C'était un super endroit. Ouais, c'était vraiment un peu une chouette safe place pour les otaku, Ok. qui était dans le 11e, donc qui détonnait vachement à Oberkampf, dans tous les bars un peu hype de la capitale et tout. T'avais ce gros truc mauve, violet, néon, où les gens passaient tout, restaient, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'imagine. Et nous, on était dans notre délire avec des GameCube au mur, voilà, des soirées machin. Il y a des soirs, je devais être en cosplay de Greyman pour faire le service. Très mauvaise idée quand tu dois gérer des bouteilles, de la bouffe, des machins, d'avoir des manches comme ça. T'as encore des photos de cette... Je pense qu'il y en a, ouais. Mais j'avoue que j'étais un peu... ouais, je pense que j'ai assez vite dit, j'aimerais bien... Il y a moyen autre chose. Ouais. Alors, vraiment, pas pratique. Mais c'était des super années. J'ai vraiment kiffé là-bas, les gens avec qui j'ai bossé et tout ça. Et après, en fait, J1 s'est lancé. On m'a dit, bah, va repasser des... Tiens, il y a ça qui se lance. Genre, va passer un casting pour voir animateur et tout, machin. J'y suis allé et on m'a très gentiment dit... purée, j'avais préparé un truc sur... bah là, ça va faire plaisir, attention. J'avais préparé un truc sur... une chronique sur Pluto de Urasawa. Un peu en chronique manga. Voilà, parce que c'était le manga... qui m'avait vrillé la tête à ce moment-là. Et j'ai terminé le truc et le responsable de la chaîne m'a dit écoute, tu connais ultra bien ton sujet. Ouais. Par contre, en animateur, t'es nul. Non, il me l'a pas dit comme ça. Mais il a dit, gentiment, il m'a dit on sent que t'as pas été briefé, quoi. Et c'est vrai que sur manga, en fait, j'ai jamais eu un seul brief de fais plus comme ci, comme ça, dans l'attitude, machin. Et quand ils pensent, enfin, c'est lunaire, t'engages des nouveaux animateurs, tu leur files un minimum de conseils, un minimum de machin. Moi, j'étais pas du tout accompagné. Ouais, tu vois, enfin, ma formation, c'était bon, bah, je vais regarder d'autres animateurs et puis je vais dire, tiens, je vais essayer de faire un peu comme ça, tu vois, genre, ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je me vois faire ça, est-ce que ça me correspond pas. Mais bon, tu tâtonnes à fond et tu te rends pas compte, en fait, de ce que ça donne face à la caméra. Toi, dans ta tête, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ça, ça va. Et puis, en fait, devant la caméra, tu te rends compte que tel truc se voit beaucoup, alors que tel truc, il faut que tu le surjoues un max, que machin. L'énergie, elle rend pas toujours pareil. Ouais, non, pas du tout. Donc, en fait, chez J1, ils m'ont dit, bon, animateur, voilà, c'est pas, on cherche quelqu'un de plus direct, prêt à envoyer et tout. On n'a pas le temps de te faire un training. Par contre, tu es vraiment carré sur ta rédaction et tout ça. Va voir la boîte de prod qui va produire le news ou show. Ça s'appelait pas encore, c'était pas défini, mais voilà. La boîte qui va faire notre émission quotidienne parce que, à mon avis, tu seras un très bon élément rédaction. Je suis allé toquer à la porte de Galaxy qui faisait la prod la prod du news ou show. Au départ, l'émission n'avait pas commencé, ils m'ont dit « Ah bah écoute, c'est vrai, chouette, t'as un chouette profil, mais on a besoin de personne. Donc merci, au revoir. Une semaine après que l'émission ait commencé,
allô, oui, t'es toujours dispo? Parce que en fait, c'est compliqué. Une émission quotidienne, c'est beaucoup de taf et ils étaient pas beaucoup. Ok. Ils étaient combien à peu près? Globalement, ils étaient 4, 5, mais avec des gens qui n'étaient pas là en permanent. Et c'est quand même, à l'époque, c'était faire 13 minutes quotidiennes. C'est impressionnant. Parce que... Non, bah, les gens qui taffaient là-bas étaient déjà, des gens qui avaient de la bouteille, qui géraient déjà très bien, mais c'est vrai que la quantité de travail, elle était hallucinante. Donc, ils m'ont pris là-bas en stage, ce qui me faisait un peu chier parce que j'avais plus vraiment l'âge techniquement d'être stagiaire. Mais bon, l'émission était promettait d'être tellement bien. C'était super excitant, quoi. Enfin, J1, tu vois, une chaîne entière qui se lance dédiée à ça, ça va pouvoir être mon taf de tous les jours d'être là-dessus. Ouais. Donc j'ai accepté et j'ai eu de la chance que très vite mes responsables disent genre non, mais vous le renouvelez pas en stage, vous le passez en fixe, en journaliste, parce qu'on a besoin de lui, quoi. Et donc voilà, bah, j'ai été journaliste là pendant un temps. Après, j'ai repris la rédaction en chef de l'émission, donc c'est moi qui gérais l'équipe, les conférences de rédaction et tout ça, les plateaux aussi avec Marie Palot qui présentait l'émission. Et puis c'est là aussi on a fait nos premiers voyages au Japon. Donc en 2013. Je me souviens qu'à l'époque, je pense que j'avais 15 ans, enfin je devais être au début du lycée, fin collège. Et j'aimais trop, tu sais, c'est la période où on a à peu près eu la même chose, je pense, par rapport au Japon, où je commençais à adorer. Et puis en même temps, ça me paraissait si loin. Puis il y a eu Cyprien qui parlait un peu du Japon. Ah oui, il y avait c'est vrai, vlogs, la chaîne J1. Je pense que je regardais même sur Google, tu sais, les rues un petit peu. Je me baladais sur Google au Japon en me disant. Ah oui, parce que du coup, tu avais du Street View. Genre, c'était le début de Street View, donc tu pouvais. Ah ouais, ouais. Je me disais, mais quand même, c'est fascinant. Et donc, je me souviens voir l'émission, voir Marie Palot, et je me disais, oh, waouh, tu vois. Et c'est trop drôle d'en arriver là. Mais en regardant, je trouve que c'est un travail énorme de faire une quotidienne avec... C'était plusieurs thèmes par émission, tous les jours. Ouais, au niveau des informations, c'est nous qui recherchions. La promesse aussi qu'il y avait sur cette émission, c'est d'avoir une interview par jour. Et ça, c'est un sacré challenge. Parce qu'il faut envoyer des équipes tourner. Et qu'en plus, pendant que les équipes sont en tournage, elles ne sont ni en train d'écrire, ni en train de monter des sujets. Donc... on fonctionnait avec une rotation et tout ça, machin. Moi, je suis parti faire beaucoup de tournages. Le fait que j'ai des notions de japonais a aidé énormément. Déjà pour rechercher certaines infos. Et puis aussi pour certaines interviews. Enfin, il est arrivé qu'il y ait des interviews qui soient faites. Typiquement, des artistes musicaux viennent, acceptent des interviews, mais ne viennent pas avec un ou une interprète avec eux. Ah oui? Ouais. Et vous le saviez pas en avance des fois oui, des fois non. Ouais, c'est ça. Et puis il y a le côté, en fait, vous êtes là, c'est l'occasion. En fait, même s'il n'y a personne, votre manager a l'air de plutôt pas trop mal gérer en anglais. Est-ce qu'il y a moyen qu'il soit là quand même pendant Je parle pas de très gros artistes. Mais comme moi, j'avais ce background musical, je poussais vraiment pour faire beaucoup de concerts, beaucoup d'interviews sur la chaîne. Et j'avais des groupes de rock, donc tu vois, il y a même des salles que moi je fréquentais, soit pour y avoir joué, soit pour aller voir des potes jouer en concert là-bas, ou c'est des artistes japonais un peu plus indépendants qui allaient jouer dans ces salles. Donc ces deux univers-là se mélangeaient un peu pour moi et je me disais c'est trop cool. Et quand tu vas les voir, c'est... je pense à Tricot par exemple, qui est un groupe de mat rock. À la base, c'est 3 nanas et il y a une énergie punk rock et en même temps, c'est ultra bien écrit, c'est ultra bien agencé et c'est mortel. Et de me dire, mais en fait, ces meufs-là, elles sont juste elles font une European Tour. Et elles sont vraiment toutes les trois dans un van avec le manager qui conduit, comme moi, ce que je voyais dans l'univers autour de moi. C'est des trucs micro-budget. Et ça me faisait kiffer et je me disais, bon, je suis pas sûr qu'elles aient énormément de couverture presse quand elles viennent jouer à Paris, parce que c'est très indépendant, c'est très machin. Aujourd'hui, je pense que c'est différent parce que en fait, les niches internet font que c'est plus simple, mais en tout cas, une interview télé, je pense que personne d'autre n'allait en proposer. Donc, elle, pour le coup, je crois que la première interview, je l'ai faite en faisant Suimasen, Nyongore, Amari Jozu Jarimasen, mais je fais mes questions quand même. Et on arrivait
et on arrivait à faire ça, quoi. Ah, ça, On avait aussi des gens ouais. plus compétents qui pouvaient nous aider à la rédaction de temps en temps quand on avait une interview en japonais qu'il fallait vraiment traduire. Mais sinon, ça marchait très à ce qu'on t'a interprété en live avec les interprètes sur place. Ouais. C'est ça que tu vas utiliser pour faire du voice-over sur la réponse. Ok. Du coup, avec un petit doute quand même sur est-ce que tu as bien calé le truc. Ouais. Après, dans ce contexte-là, on était sur un truc, on ne traduit pas le propos de toute façon de ce qui est dit. Enfin, on n'est pas là pour faire Oui. de la, tu vois, de la fausse information par rapport à ce qui est machin et tout. Donc éthiquement, ça va. Oui. Linguistiquement, Oui, probablement pas, quoi. Ouais, d'accord, intéressant. C'est des questions qu'on se pose même là pour l'émission. tu vois. Ah oui, ouais. C'est intéressant. Le sous-titrage, ça te permet d'être fidèle, mais c'est vrai que les langues sont tellement différentes, rien que dans leur construction grammaticale, que si tu fais du sous-titrage, parfois c'est compliqué, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote, une ou plusieurs anecdotes de l'émission, sur peu importe l'année, et qui t'aurait marqué, soit parce qu'elle était drôle, soit parce que ça t'a ému, qu'il y a eu un invité qui t'a particulièrement touché? Ça donne quelque chose. Ouais, j'en ai plein, quoi, parce que c'est vrai que c'est 6 ou 7 ans. Bah, un truc par rapport au Japon, moi je dis souvent et que je trouve très cool, c'est que Marie et moi, on a à peu près le même âge. Et les autres personnes dans l'équipe étaient un tout petit peu plus âgées que nous et pour la plupart avaient déjà fait un voyage au Japon parce qu'ils venaient d'un background jeu vidéo. Donc soit ils avaient été venus couvrir le Tokyo Game Show, soit ils étaient, ils étaient venus pour une occasion ou une autre. Et du coup, Marie et moi, c'était vraiment donc en 2013, le premier tournage de plateau, parce que normalement on avait une semaine spéciale Japon tous les ans. Où, du coup, coulisses de la télé, c'est fake, mais la semaine spéciale Japon, c'est pas fake, mais c'est juste, il y a une petite équipe qui accompagne l'animatrice pour tourner des plateaux ici. Ouais. Tout le reste des programmes est évidemment fait à la rédac. Ouais. On Euh, peut pas emmener tout le monde. Ouais, et si c'est arrivé qu'on fasse, et les interviews sont faites aussi ici, mais sur une équipe B qui s'occupe des interviews, pendant que tu as l'équipe A qui s'occupe de faire des plateaux. Ouais. Et les plateaux, tu les fais dans la ville en mode guérilla totale. Tu vois, tu te dis, ok, bon, aujourd'hui on fait Shinjuku, demain on fait Shibuya. Ouais. Et genre, ah tiens, ce spot-là il est joli, on va faire un plateau ici. Ok. Ah tiens, ce spot-là il est joli, on va faire le deuxième plateau là-bas. Et en fait, t'enchaînes ton tournage comme ça, quoi. C'est plus improvisé que ce qu'on peut penser. Ouais, un petit peu. Bah après, tu peux aussi faire ça avec des fixeurs, très bien, machin et tout. Mais Tant que ça reste professionnel, mais... ouais. Et donc Marie et moi, on était un peu dans la même situation. C'est notre premier voyage au Japon, ce pays qu'on a fantasmé pendant des années. Et puis en même temps, on le découvrait, tu vois, pour de vrai, en arrivant et en arrivant à Shibuya et en faisant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Pareil du côté de Shinjuku et tout. Ouais. Et le reste de l'équipe était aussi très contente, tu vois, d'être là et pas blasé du truc. Mais bon, eux, c'était moins une surprise pour eux, quoi. Ouais. La première fois au Japon, c'est quand même marquant. Donc moi je disais, sur ce voyage-là, ma Suica, c'est ma Suica de 2013, que je garde toujours dans mon portefeuille, même en France, parce que c'est un peu mon gris-gris, c'est un peu mon souvenir de premier voyage Japon de 2013. Ouais. Et celui-là, il était assez incroyable. Après, des anecdotes d'interview, il y en a plein. J'ai rencontré tellement de gens dont j'admirais le travail. Je dis souvent que je pense que mon manga préféré, c'est un peu con parce que ton manga préféré, je sais pas, toi, t'as un manga préféré ou... Quand tu vas dedans, on te le demande tout le temps. C'est quoi ton top 3? Et c'est dur. Je trouve ça plus facile de sortir un top 3 que genre, ton préféré. Ton préféré, il change. Même ton top 3 peut changer, mais au moins tu... À la limite, t'as un shonen, une romance, tu peux... Et du coup, c'est quoi ton top 3? Mon manga préféré, c'est Fruit Basket, mais c'est vraiment peut-être le premier manga que j'ai lu. Ouais. C'est ce qui m'a fait rentrer dedans. Mon père, il m'avait acheté un DVD, tu sais... il savait pas du tout ce que c'était et il avait acheté l'animé. Ok. Et il a offert 4 DVD à mon frère et moi et il sait pas dans quoi il s'est embarqué. Et tous les deux on était complètement passionnés après. Mais Fruit Basket, je sais que c'est mon top et puis après c'est que ça change. J'ai adoré l'Attaque des Titans récemment aussi. J'ai pas terminé, faut pas me spoiler. Je te lancerai ce truc de sucre à la figure. Ça fait des vues. Attention, elle va le dire.
Je bosse sur un projet qui est plus autour de l'animation et c'est vrai qu'on me demandait à toi c'est quoi ton animé préféré, c'est compliqué. Je pense que celui de... Au-delà des premiers trucs que tu découvres, où moi c'était Dragon Ball Saint Seiya et ces trucs Club Dorothée, je pense que le premier où je me suis dit ah ok il se passe vraiment un truc, c'est la première série Full Metal Alchemist. Et je suis plutôt à défendre la première série dans l'esthétique, le rythme, la narration et tout ça. Je trouve que Brotherhood se tient en vrai beaucoup moins agréable à regarder. Et j'aime bien la fin en fait, la fin alternative, même si elle n'est pas fidèle à celle du manga, je trouve qu'elle a du sens et je trouve que c'est cool. C'est même un cas quasiment unique, je trouve. C'est pas la fin authentique, mais en fait, elle a complètement du sens par rapport à tout ce que, toutes les thématiques qui sont abordées dans l'œuvre d'origine. Et c'est peut-être un peu plus gros sabot, c'est peut-être un peu plus évident. Je spoile pas pour s'il y a des gens qui n'ont pas vu, mais ça marche très bien. Et émotionnellement, ça marche très bien. Tu vois, il y a tout ça. Et sinon, après, en manga, il y a... moi, j'ai longtemps dit que Blam, c'était mon manga préféré, de Tsutomu Nie. Mais aussi, ça fait très, je me donne un genre, parce que c'est ce manga très cryptique, ça parle pas, on sait pas ce qui se passe, c'est assez glauque, c'est assez vertigineux. Chez Kana aussi, il y a pas mal de trucs. Asano, etc. Ouais, je comprends. Je l'ai lu plus tard et j'ai trouvé ça vachement bien, mais je me dis, si tu lis Solanine quand tu es encore très jeune adulte ou ado, je pense que ça te ravage la gueule. Ouais, il y en a beaucoup qui en lisent. Tu les vois en salon qui arrivent, des petits de 12, 13, 15 ans. Ouais. Oui, c'est moins une porte d'entrée vers le manga. C'est vrai que tu commences à apprécier plus tard, peut-être. Ouais, peut-être. C'est marrant, la génération au-dessus de moi, je vois tous les gens qui disent ah bah oui, j'ai découvert le manga avec Taniguchi et tout. Ouais. Et genre, et moi je sens que je peux pas vraiment rentrer dans Taniguchi. Genre je vois que c'est bien, mais c'est quand même très statique. Tu vois, enfin ça fait très franco-belge dans le machin et tout. T'as pas du tout le dynamisme de la mise en scène que t'as dans d'autres trucs. Et ouais, enfin j'y arrive pas trop. Là typiquement, Le Sommet des Dieux, le film est sorti. J'ai adoré le film. Je me suis dit bon je vais quand même lire le manga et en fait je me suis honnêtement, c'est sacrilège, je me suis fait chier en lisant le manga alors que je trouve que le film est d'une puissance incroyable. Je disais manga préféré Blam et j'ai pu interviewer Nie. Alors en vidéo en plus je crois que du coup depuis il fait plus d'interviews vidéo donc je me dis en plus ça a dû être une des seules fois où il a été filmé. Et je me souviens que moi j'étais assez ému et que je lui ai dit merci parce que voilà, enfin moi j'ai découvert Blam genre à 10-12 ans et tout et lui il était plus en mode quoi 10-12 ans genre t'étais pas du tout censé dire ça à 10-12 ans, plus en mode oh là là merde. T'étais dans le moment émotion. Ouais moi j'étais en mode ah merci sensei et tout. C'est pas normal ça hein. Ça va pas du tout. Encore une fois artistes musicaux, je pense que des grosses découvertes aussi là-dessus. Pas que japonaises d'ailleurs, mais des fois tu vas couvrir des concerts, tu sais pas ce que tu vas voir, et puis tout d'un coup tu prends une tarte monumentale sur scène. Et des groupes que je suis encore aujourd'hui. Il y a un peu moins de... Les groupes indés japonais se déplacent quand même un peu moins à Paris depuis le Covid. Ça recommence un peu, mais c'est timide, donc il y a des groupes que j'attends encore beaucoup. Ouais. Non, un conseil, ton Osusume. Moi, je connais moins la musique des groupes japonais. Après, t'es plus dans les trucs... Non, plutôt un truc que toi, tu aimes. Moi, je peux peut-être faire un top 3 groupes japonais, effectivement. Tricot, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ça s'écrit comme du tricot en français. Okay. Mais tu mets tricot band pour pas juste te retrouver avec Crochet Magazine, machin, qui existe. Et pour avoir dû écrire les sujets plein de fois et vouloir arriver sur une page Wikipédia, je fais ah oui, putain, merde, c'est vrai, il faut que je mette groupe de musique, machin. Donc c'est 3 meufs, un gars. Ça avait changé à la position de batteur. Il y a eu un peu du turnaround. Et voilà, c'est rangé dans la catégorie mat rock, qui est un truc un peu space en fait, où tu vas avoir en fait comment expliquer ça, des rythmes qui sont un petit peu inhabituels. C'est-à-dire que d'habitude, quand la plupart de la musique se compte soit en 1, 3, 1, 2, 3 pour du ternaire et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Globalement, à peu près
95% de la musique qu'on écoute, elle est sur ces trucs-là. Ok. Mais là, tu vas avoir du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est bizarre d'avoir un truc en 7, Ouais. mais tu peux avoir des trucs en 9, tu peux avoir des trucs en 13. Enfin, tu vas avoir des rythmes qui sont un petit peu déconcertants comme ça au début. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, tu finis par rentrer dedans et tout. Donc, en fait, c'est bizarre parce que c'est une musique qui est très millimétrée. Parce que comme tu es sur ces trucs un peu bancals, tu as obligation que le groupe il soit carré. Ouais. Et en même temps, chez Tricot, les meufs ont une énergie punk qui est vraiment, c'est une déflagration, quoi. Enfin, j'adore. Et la chanteuse, c'est assez marrant parce qu'elle raconte qu'elle avait, au départ, elle avait passé les auditions pour devenir une morning musume. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je crois pas, parce que je le nomme pas, mais... C'est peut-être un des plus grands groupes d'idols de l'histoire Si, du moi Japon. aussi. Mon copain me... Tu vois. Il me l'avait écouté. Ah, il va te... Ok. Ouais. Mais avant les AKB 48, machin, t'avais les... Donc en fait, elle disait, ouais... Genre, ouais, moi j'ai passé les auditions, donc bah du coup, tu passes très tôt les auditions pour les groupes d'idols quand t'es... Donc je sais pas, c'était vers 12-13 ans. Et genre, bah je l'ai pas eu, mais t'as une petite vibe. Ouais. Ouais, elle aurait pu éventuellement être chanteuse dans un groupe d'idols, mais au final, on lui a foutu une guitare entre les mains et... Ah, c'est drôle. Et Ok. elle déboîte, tu vois, les trucs machin. Mais ça alterne vraiment entre douceur et énergie ultra brute. Un groupe instrumental qui s'appelle Light, L-I-T-E. Ok. Alors pour le coup, c'est vraiment instrumental. C'est pareil, c'est mat, machin, c'est un peu trippé. Et non, et là, le truc que je kiffe en ce moment, donc j'écoute même avec ma fille, c'est Sakan Action, Ok. qui est un groupe qui a fait pas mal de trucs assez différents, qui a un peu expérimenté, mais c'est assez pop quand même. Ok. C'est assez connu ici au Japon, Sakan Action, c'est un assez gros groupe. Mais il y a un truc, il y a un titre que j'adore qui s'appelle, alors c'est chiant à dire, Wasurerare Naino. Ah, le nom me parle, donc peut-être que j'ai entendu. Et ils se sont fait un délire, c'est très city pop. Le clip, Ouais. t'as un filtre VHS des années 80, ils ont des costumes trop larges, il y a des palmiers dans le fond, machin. Et ça sonne vraiment un peu comme de la pop des 80s, alors que ça a dû sortir en 2005-2010. Ok. Mais voilà, très très cool. Cool. On va se mettre 3 Osusume, c'est Tricot, Light et Sakan Action. Ok. Je vais regarder tout ça. Même si on aurait plein d'autres derrière, mais Ouais, j'imagine. voilà. Et ensuite, t'as commencé à travailler avec Kana. Moi, je suis devenu papa en 2018. Donc déjà, quand l'émission s'est arrêtée, il y a eu un petit côté, bon, bah du coup, c'est bien, je vais avoir un peu de temps, enfin, je vais avoir du temps à passer avec ma fille et tout. Ce que j'avais prévu, c'est qu'il allait y avoir une pandémie mondiale. Du coup, j'allais passer encore un peu plus de temps avec ma fille, mais sans avoir le droit de sortir. Donc, c'était bien et pas bien, parce que c'est un peu compliqué quand même. Avec des enfants en bas âge, ça a besoin de bouger, donc quand tu es enfermé dans ton appart, c'est un peu relou. Et bah du coup, c'est vers la fin de Covid qu'il y a eu le PAM qui a commencé à se lancer. Je sais pas, est-ce que tu veux rappeler comment tu résumes, toi, c'est quoi, qu'est-ce que le PAM? Alors, qu'est-ce que le PAM? Le Pop Asia Matsuri. C'est, enfin, pour ceux qui ne savent pas, ouais, vas-y. À cette époque, moi, j'étais stagiaire, je pense, j'étais encore stagiaire aux éditions Kana. Et effectivement, contexte de Covid, et toutes les maisons d'édition, elles ne pouvaient plus faire les festivals. Nous, on était dans une équipe communication et événementielle, et on avait moins de choses à faire. Et donc Stéphanie Nunez, directrice des éditions Kana, qui me fait des gros bisous si elle passe par là, qui est juste merveilleuse et qui a voulu donc faire un festival en ligne avec un plateau télé. Donc c'est assez difficile à expliquer, mais un festival numérisé en 3D. Ouais. Et en même temps, un plateau télé sur un week-end avec plein d'invités, aussi bien des professionnels du milieu de l'édition, des mangaka depuis le Japon. C'était tourné sur certaines licences Kana, je pense, mais aussi d'élargir et de ne pas être dans un truc seulement, seulement les IP ou les licences maison, mais d'ouvrir sur les thématiques. Par exemple, on est parti des titres Urasawa qu'il pouvait y avoir chez Kana pour ouvrir sur un truc, notamment vis-à-vis du polar, je crois. Retrouver des thèmes. Du polar, de l'enquête. Il y avait un truc sur une table avec des traducteurs et traductrices.
Bah, il y avait ADN aussi qui participait, donc je crois qu'on a fait une table autour de One Piece, il me semble. Une On a fait spéciale. une table autour de Naruto. Je mettrai des images, je pense, si je retrouve. Mais vraiment, oui, le but c'était de créer un festival, mais en ligne, où les gens pouvaient vraiment se déplacer comme, avec des avatars, comme un jeu vidéo en fait, avec un plateau, en même temps une télé et un plateau en direct. Un peu une Japan Expo en version les Sims, ou je Exactement, sais pas, où c'est tu ça. te balades. Et de ton côté, toi, j'imagine que tu as pu faire beaucoup plus des choses différentes de ce que tu faisais au niveau de l'émission. Bah, festival en ligne, c'est vrai que c'était une première. Après, là où c'était pas très différent, c'est bah, il y a une partie événementielle. Moi, j'avais touché un peu à de l'événementiel, mais en plus en job étudiant. Mais comme c'était un peu la débrouille. C'était quand même des trucs auxquels j'avais touché. C'était en événementiel du jeu, genre. Donc j'avais fait autant pour des boîtes de jeux de société que des boîtes de jeux vidéo. Donc ça arrivait de faire des trucs pour Nintendo et tout machin. En job étudiant, moi j'ai été Pikachu à la Japan Expo. J'étais dans la mascotte, j'étais dans Pikachu pour faire des tours On a beaucoup de fans dans de Japan. Pokémon sur cette chaîne. Mais oui, c'est Ils vont vrai. adorer cette anecdote. Alors, ah putain, alors vous connaissez Darkrai, du coup. Ah bah oui. Vous connaissez Darkrai. Ils m'ont fait rentrer dans Darkrai. Est-ce que vous voyez que ce truc-là n'est pas fait pour rentrer un humain à l'intérieur? Donc, la mascotte Darkrai, pour rentrer dedans, il faut que tu te mettes comme ça. Tes potes te posent le costume, le haut du costume au-dessus de la tête. Une fois que tu es à l'intérieur, tu déboîtes, ça c'est une référence de vieux, mais genre l'arme fatale, tu déboîtes l'épaule pour arriver à rentrer, en fait, un bras comme ça, un bras comme ça. Et du coup, tu es comme ça dans Darkrai. J'ai fait un tour de 5 minutes dedans. J'ai commencé à avoir des crampes de malade ici. Là, en plus, c'est Japan Expo, c'est-à-dire que déjà, il fait 55 degrés dans le haut. Quand tu es dans la mascotte, il fait 10-15 degrés de plus en théorie, tu vois, au moins. Et en plus, là, je commençais à sentir la crampe et machin et tout. Je divulguerai pas l'information, mais nous, on nous l'avait divulgué à l'époque. Ce costume coûte tant. S'il lui arrive un problème, ce sera tant. Je peux pas bouger du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis pas bougé. Et donc, j'étais vraiment en panique. T'es toujours avec un accompagnateur. Il y a un accompagnateur de mascotte. Tu dois pas avoir grand-chose en plus. Ouais, bah, bon, rien que pour la sécurité de déplacement et aussi pour gérer le timing. Parce que légalement, quand tu fais ça, c'est pareil. Tu as un temps limité. Il fait tellement chaud. La sortie doit être limitée à voilà, un certain temps. Mais vraiment, là, au bout de 5 minutes dans Darkrai, j'ai fait ramène-moi tout de suite. Et ils m'ont enlevé le truc. Mais parce qu'en fait, je sentais que j'étais comme ça. Je sentais qu'à un moment, j'allais juste devoir faire ça pour arrêter ma crampe, quoi. Et que j'allais juste péter le costume en deux. Mais et j'ai fait ça quelques années. J'ai fait l'année où dans les starters, il y avait Vipelière. Et c'est pareil, tu vois, genre, il est en longueur. C'est pas fait pour rentrer un humain dedans. Donc, c'est vrai qu'il y a autant de mascottes. Ouais, bah. Non, mais en vrai, ça allait. Mais bon, c'est-à-dire que. Enfin, faut que tu choisisses des gabarits assez menus. Être mascotte à Japan Expo, c'est quand même un challenge. Mais en vrai, petite fierté, c'était rigolo. Ouais. Du coup, à la base, on parlait du PAM par rapport à l'événementiel. Bah, il y avait deux parties. Il y avait faire la prog des plateaux, parce qu'il y avait en gros un Twitch pendant 2 jours. C'est ça. Et donc, il fallait faire des plateaux qui étaient cohérents. Le truc, généralement, quand tu fais un plateau Twitch en tant qu'éditeur manga et tout, machin, c'est quand même d'inviter beaucoup de créateurs et créatrices de contenu. Mais c'est un peu moins de les mettre aussi en discussion avec des gens qui sont des profils peut-être plus académiques ou peut-être plus journalistiques. Et là, on avait vraiment carte blanche pour avoir des spécialistes pour avancer la conversation peut-être un peu plus loin. Enfin, no shame aux créateurs et créatrices de contenu, c'est juste que ils peuvent pas être spécialistes de tout, quoi. C'est ça. Tu vois, donc à un moment, t'as pas forcément lu toutes les séries, tu les as pas creusées au fond, tu les as pas analysées à fond. Il y a des gens dont c'est le boulot et voilà. Et c'est intéressant de les confronter simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Et dire, voilà, ça amène la discussion plus loin. Et là, on a pu faire ça, donc ça, c'était une grosse fierté sur le PAM. Et il y avait une autre difficulté, c'est qu'on avait, dans cette idée de faire un festival en ligne, il y avait des live drawings. Donc, on a aussi plein d'auteuristes japonais. C'est un énorme boulot. Ouais,
qui ont fait, certains ont donné des interviews Ouais. et d'autres sont filmés en train de réaliser des dessins pour le festival. Et donc il y en avait, de mon souvenir, une dizaine, une douzaine. Ouais. Donc il y avait aussi tout le montage de ces vidéos, la validation avec les éditeurs japonais pour ces contenus-là. L'intégration dans cet espace, dans cet espace virtuel, voilà. Mais ça, c'est peut-être la partie dont je me suis moins occupé. Ouais. J'étais plus sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans Plus cet la espace. programmation, Voilà. Et pas forcément où ça va être. Sur cette partie édito, prod édito, moi je bossais avec Galaxy Press sur ce truc-là, qui du coup m'ont rappelé parce que on a quand même bossé longtemps ensemble sur le Newzoo et que sur un sujet autour du manga, voilà, Ouais, c'était logique de rappeler. Et c'était beaucoup de pression ce machin. Hein. Oui. Ouais, c'était un énorme projet, très 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 intéressant, super intéressant, mais ouais, je pense qu'on ne se rend pas compte que faire participer autant d'auteurs avec autant de personnes, c'était un gros projet. Il y a un truc où, moi, là, en tout cas, dans ma carrière professionnelle, aujourd'hui, et sur tous mes projets qui sont par rapport au Japon, par rapport au manga et par rapport à l'animation, c'est vrai que je veux essayer de ne plus faire les choses comme je les faisais de manière ignorante avant, selon ce que la manière dont nous on fait de la télé ou du contenu en France. C'est de dire, bon, si on fait un truc avec les ayants droit, faisons les choses bien vis-à-vis de ces ayants droit, faisons les choses de manière respectueuse. Et sur le PAM, c'est ce qu'on a fait, mais avec quand même des blocages en France, il n'y a pas les réflexes de dire il faut quand même qu'on ait préparé tout ça dans les temps pour pouvoir laisser le temps à la validation japonaise, parce que c'est des trucs où en France, tu ne demandes pas des validations pour ce genre de choses, quoi. Ça, c'est intéressant peut-être pour les gens qui regardent, c'est qu'on ne se rend pas compte que, et le fait de travailler au Japon, c'est que dès qu'on passe par les ayants droit japonais, dès qu'on veut faire quelque chose avec une licence au Japon, il faut compter bien 2 mois pour toute demande, et après ça va dépendre du niveau de la demande. On le sait pas forcément. Il y a un truc où YouTube a nous a un peu mal élevés en tant que spectateurs, parce que c'est un peu le Far West de je fais mon montage, mes trucs, et puis après ça se fait strike ou ça se fait pas strike, mais en attendant, tant que ça se fait pas strike, ça passe et tu peux utiliser n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que sur des événements, il y a plein de gens qui demandent ah, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ci, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, pourquoi il n'y a pas tel mangaka, tel mangaka. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu un vrai truc de. En fait, déjà, spécifiquement pour les mangakas, c'est des personnes qui sont très secrètes, qui se montrent pas beaucoup pour tout un tas de raisons différentes. Que les licences, comme tu dis, il y a beaucoup de validations à avoir et tout. Et que, il y a des fois. C'est dur du côté professionnel parce que tu taffes de ouf pour arriver à obtenir un truc et tu te dis dans ce monde professionnel, les gens vont dire mais c'est incroyable que tu aies réussi à débloquer ça. Et puis côté public, on fait ouais, c'est vite fait quoi. Et tu vois, la différence de perception là-dessus elle peut être très frustrante quoi. Ça arrive souvent. Et d'ailleurs, je me demandais, que ce soit pour le PAM ou même tu fais du travail de montage, l'émission, est-ce qu'il y a un aspect que tu aimes le plus? Ou au contraire, est-ce que c'est le côté très très complet? Parce que quand je réfléchis à toutes les activités que tu as faites, tu te déplaces, il y a les tournages. Quand tu viens par exemple au Japon, il y a du montage. Tu as fait de la voix off, non? Quand tu faisais sur Newzoo, je faisais de la voix off. Je me suis dit, en écoutant, j'ai regardé les émissions. C'est complet, je trouve ça génial. Moi, je sais que dans mon métier actuel, j'aime bien le fait que ce soit hyper varié. Est-ce que c'est ce côté qui te plaît ou est-ce qu'il y a un point spécifique que tu préfères développer? C'est une bonne question. Je pense que la variété, c'est un peu. C'est ce qui te sauve. C'est ce qui te permet aussi d'être, je pense, compétent quand tu as des rushs, parce que tu as beaucoup de. Enfin, pas de rush vidéo, je veux dire, quand tu as un rush, tu vois, une quantité de boulot à faire vite, machin et tout, de te dire. Je suis pas bloqué là-dedans pour tout. Enfin, je suis pas bloqué là-dedans pour toujours. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini cette étape, je sais que je ferai autre chose. Tu vois, typiquement, tu as beaucoup de tournage. Ok, là, je me bute en tournage, mais après, ça va se calmer un petit peu. Je vais être en montage, et puis après, je vais être, alors, selon les projets, en mixage, en machin et tout. Et puis, dans l'idéal, si tu fais des projets un petit peu gros, comme là, moi, quand je fais des documentaires, je dis à un moment, le documentaire, il est fini, il est là.
Tu as aussi un petit travail de promo Mhm. qui est, qui peut être plus ou moins important, hein, mais éventuellement de filer des interviews, Ouais. de te déplacer sur des events, de machin, qui est cool. Mhm. Après, au niveau technique, moi, à côté du docu, je fais du montage. Mhm. Je pense que c'est peut-être le truc qui me plaît le plus. Ah oui. Que je veux faire les choses bien. Et j'essaye de faire un travail sur moi-même, sur le côté, il faut que les choses soient parfaites, exemplaires, nickel, etc. Parce que tu peux pas t'en sortir, en fait. Enfin, tu vois, personne n'est surhumain. Tu peux faire les choses très bien. Mhm. Te dire que c'est parfait et qu'il y a zéro faute, c'est illusoire. Ah oui. Peut-être que tu pourrais y arriver sur un truc à un instant T, tu vois, un projet donné, etc. Ouais. Mais pas pour toujours, pas pour tout le temps, pas dans tous Dans tes un projets. temps Et, imparti. ouais. Ouais. Et qu'aussi, parfois, les imperfections, ça peut faire des choses cool, en fait. Mm. Mais bon, c'est un lâcher-prise qui n'est pas évident du tout. La manière dont on est éduqué, le système scolaire, machin, va pas dans ce sens-là. Tu vois, le système scolaire va dans un sens de tu as des notes, il y a une manière de faire, à part Ouais, dans c'est vrai. certaines manières où tu es un peu plus libre, c'est genre il y a une bonne réponse. Néanmoins, je pense que sur du projet artistique et sur de la création de contenu, plein d'approches peuvent être valables et plein d'approches peuvent être pertinentes. Et c'est juste, c'est aussi la personnalité des créateurs et créatrices qui va s'exprimer. Le problème de cette manière de penser, là moi typiquement sur des sujets où je bosse sur un truc qui est assez large sur l'animation japonaise, Ouais. c'est écrasant parce que il y a trop de choses. Déjà quand t'aimes ça, toi tu sais toutes les œuvres que Ah tu oui. aimes, tous les artistes que tu admires, que tu dis mais ça serait pertinent, ça serait logique, j'aimerais mettre ci, j'aimerais mettre ça, j'aimerais mettre ci, j'aimerais mettre ça. Et en fait tu te dis bah c'est pas possible, je peux pas, tu vois. Ouais. En l'occurrence l'animation japonaise c'est plus d'un siècle d'histoire. Donc, de toute façon, tu pourras pas tout couvrir. Tu pourras pas parler de tout le monde, tu vas forcément oublier des trucs très importants. Et il y aura des gens pour te reprocher de ne pas avoir parlé de ces trucs importants. Ouais. C'est comme ça. Mais ça n'empêche qu'au moment où tu prends des décisions éditoriales, à chaque fois que tu ouvres un tiroir, il y en a 10 autres qui, par connexion, s'ouvrent et tu fais « Ah ouais, attends, ouais, où est-ce que je choisis ?» et tout. Quand tu es au montage, tu es dans un truc qui est beaucoup plus mécanique et où ta pensée devient beaucoup plus claire. Okay. Les choix ont été faits. Ouais. C'est la Marie Kondoisation de ton projet. Tu vois, où, ok, j'ai bien tout rangé mes rushs dans des petites boîtes, je sais que je dois arriver à tant de minutage, ok, j'ai ce truc-là, tel truc est mentionné à machin, donc c'est ce rush-là que je vais placer ici. Moi, des fois, j'ai presque une logique de jeu vidéo quand je fais du montage. De me dire, j'ai l'impression de faire un peu comme un jeu de construction. Ouais, je vois complètement. Vu comme ça, je comprends. Bah, c'est les building simulateurs, je sais pas, tu sais, genre SimCity, où j'ai les rêves vraiment de JV de vieux, mais il y en a eu des nouveaux, mais voilà, tu construis ta ville, tu essayes de développer ton machin, tu te dis, ah ok, c'est cool, c'est bien agencé, ça fonctionne. Il y a cette petite satisfaction-là au montage, éventuellement cinématographique, tu vois, de ce que tu fais. Qui vont pas mal s'exprimer à ce moment-là. Elles s'expriment au tournage. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps par rapport au film, qu'il y avait, là dans mon activité de réalisateur, on me disait, il y a les réalisateurs qui construisent leurs films au tournage, et les réalisateurs qui construisent leurs films au montage. Ah, intéressant. Et moi, je pense que je fais vraiment partie de la deuxième catégorie. Okay. C'est-à-dire que je le réfléchis comme ça. J'ai peut-être moins un sens de... Enfin, j'ai un sens de l'image, mais plutôt dans le rythme. Et je pense que ça va avec une idée musicale des choses, plutôt que d'être au tournage où c'est de la composition d'images, où c'est peut-être moins mon fort, où j'y suis sensible, mais je suis très content de bosser avec des gens qui, eux, sont vraiment là-dedans pour me faire voir des choses que moi, je ne sais pas voir immédiatement, quoi. Intéressant. Et après, sur lesquels tu peux ensuite mettre ta patte artistique. Mais tu vois, typiquement, là, on est là, ok, bon, bah, il y a une plante, une table, machin, bah, en fait, si je mets la caméra là-bas ou là-bas ou là-bas, bah, voilà ce que je vais avoir. Et du coup, je vais découper le visage différemment, tu vois, je vais avoir tel jeu d'ombre et de lumière. Ça, c'est des trucs que je sais moins faire. Et c'est là où c'est cool sur un docu, que tu fasses du docu, que tu fasses de la fiction, que tu fasses du machin, c'est que c'est le travail collectif, quoi. C'est l'ensemble des savoir-faire qui fait que tu as... t'as des résultats d'autant plus cool que tu n'as pas tout prévu. Tu vois, toi, personnellement, dans ta tête. Oui, c'est ça. Il y a toute la partie que tu t'es imaginée, et puis il y a ce que tu n'as pas prévu, ce qui vient des gens avec qui tu bosses, ce qui vient juste du hasard,
qui fait ça, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. J'aimerais aussi parler de ton livre. Ton livre, du coup, qui s'appelle Agir et penser sans beaucoup. Tout à fait. C'est les éditions de l'Opportun, c'est ça? Tout à fait, ouais. Toujours dispo. Oui, justement, moi je vous invite à le lire. Pour le coup, je l'ai lu cette semaine. Ok. Et je trouvais ça hyper intéressant puisque j'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre entre le côté un peu nostalgique et qui rappelle beaucoup les faits. C'est intéressant parce que c'est une œuvre que moi j'ai revue petite avec mon frère, mais j'étais toute petite donc je me souviens pas de tu te tout. souviens pas de tous les détails. Donc c'est bien qu'il y ait plein de faits rappelés et ensuite tu tires plein de leçons du personnage et nous en tant que lecteurs on fait un autre travail depuis ces leçons comparer avec notre vie et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Très agréable à lire. Merci beaucoup. Justement, je me suis amusée, j'ai relisté toutes les leçons. Et justement, je me suis amusée à voir sur lesquelles je travaille actuellement, ou que j'avais plus ou moins acquises, et d'autres sur lesquelles je dois encore travailler. Ok. Donc pour moi, c'était, il me semble, par exemple, sortir de votre zone de confort, ça c'est quelque chose sur lequel je bosse déjà, par exemple, en faisant un podcast, en partant au Japon. En vivant ici, voilà, c'est ça déjà. Mon année, là celle-ci, je suis en plein dedans, et il y en a d'autres où j'ai encore besoin de travailler, ça va être plus, alors je sais plus laquelle exactement, c'est la numéro 8. Ne présumez pas les intentions des autres. Et je la détourne un peu, mais je peux avoir tendance à vite prendre la mouche, tu sais, quand on te fait une remarque ou ce genre de choses. En fait, je remarque aussi cette année que je travaille beaucoup dessus. Souvent, les gens ont des bonnes intentions, justement. Une remarque, c'est souvent plein de bonnes intentions. Pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que... Mais dans mon quotidien, en général, c'est des gens qui sont super bienveillants. Est-ce que tu t'es fait le raisonnement un petit peu en l'écrivant? Ouais, sur où moi j'en étais de ces trucs-là, des leçons et tout. Vis-à-vis de Sangoku, est-ce que tu... Alors, en vrai de vrai, j'ai avoué les choses à mon éditeur, donc je peux aussi le faire là. En vrai, moi, ce bouquin, il m'a terrifié à écrire. Ça m'a terrifié de l'écrire. Les éditions de l'Opportun m'ont contacté en me disant la collection Agir et penser comme existe déjà chez eux depuis un moment. Elle avait commencé avec Agir et penser comme un chat, qui a été qui est un de leurs best-sellers, tu vois, qui effectivement est très cool et a très bien fonctionné. Mais ils étaient dans un truc de on a déjà ouvert aux personnages de pop culture, genre développement personnel. J'aime pas trop dire développement personnel. C'est pas que c'est pas le cas, c'est juste que y a plein de gens qui utilisent un peu développement personnel à tort et à travers. Ils basculent très vite de développement personnel à certaines choses parce qu'on vit dans une époque qui est tellement compliquée au niveau de l'information et de la vérification de l'information que t'entends à chaque fois des trucs absolument tragiques parce que des gens sont tombés dans des circuits où on leur a dit non mais c'est bon, tu vas manger tel type de racine et ça marche super bien contre un cancer, alors que, tu vois, était là, et il se passe, enfin, voilà. Donc, c'est là où développement personnel, ça peut être très bien, faut nuancer ce que tu mets dedans. D'autant que, juste au niveau de la légitimité, je ne suis pas coach, tu vois, de vie, je ne suis pas... et du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire avec le bouquin, c'est déjà de m'appuyer beaucoup sur de l'analyse de personnages. Et c'est aussi pour ça que je remets à chaque fois les situations, les faits, comme tu disais. Je pense que c'est bien que tu sois familier avec Dragon Ball pour pouvoir entamer la lecture de ce truc-là. Tu peux le lire si tu ne connais absolument rien à Dragon Ball, mais forcément tu passes un petit peu à côté de quelque chose. En tout cas, je l'ai écrit dans le sens où tu peux reprendre et juste te dire bon bah voilà, c'est un personnage, il est comme ci comme ça, voilà d'où il vient, voilà ce qu'il va faire, quelles vont être ses aventures, etc. Moi, le travail là-dessus, ça a été d'être terrifié d'écrire la moindre ligne pendant 1 an et demi facile, parce que c'est Dragon Ball, quoi. Tu touches tu touches à Dieu, quoi. En plus, Goku, c'est Dieu, tu vois. Donc, Goku, il est plus fort que Dieu. Parce que quand Dieu lui dit tu veux mon taf, il dit ouais, non, c'est bon. C'est ambitieux. Je sais que c'est tellement un totem déjà pour tous les gens de ma génération et pas que tu te dis mais à quel moment je suis légitime d'écrire un bouquin sur Dragon Ball et tout machin. Donc il y a eu un travail de se dire en fait je donne juste mon opinion, mon analyse du personnage. C'est ça. Elle est personnelle. Tout le monde ne sera pas d'accord avec. Et déjà à partir de là, t'es un peu plus tranquille par rapport à ça. Mais la réalité, c'est vraiment que je l'ai écrit dans un rush d'enfer de la deadline et tout. Et là où le destin est rigolo, c'est que quand même le soir, normalement, je devais rendre mon manuscrit et où il me restait quand même... j'avais bien avancé, mais il me restait quand même pas mal de taf pour terminer. Du coup, ma meuf me dit, mais je te vois là, t'es en train de sombrer, t'es dans un tunnel et tout. Il y a la soirée presse de la Paris Games Week ce soir. Viens, sors, tu t'aères la tête et tu fais autre chose et comme ça, tu t'y remets et tu seras un peu mieux. Donc on va à la soirée de la Paris Games Week.
On croise dans les anciens collègues, machin et tout, c'est cool, je me balade un peu. Et là, il y a Qui voilà. Brigitte Lecordier qui est sur le stand Ah, c'est Game fait comme One, ça. machin et Ok. tout. Et du coup, je fais, bon, c'est le destin quand même. Et donc, je fais, pardon, bonjour Brigitte, enchanté. Alors, en fait, j'ai écrit un livre sur Sangoku. Et Brigitte a été mortelle. Elle était super enthousiaste, super curieuse du projet et tout. Et elle me dit, bah, en vrai, si vous voulez écrire genre une petite page de préface et tout sur le Ouais. bouquin, ça me ferait super plaisir. Et elle a gentiment accepté. Alors elle est très occupée, donc merci Brigitte encore une fois, parce que du coup ça m'a laissé. En fait, elle a dit ouais, je peux t'écrire un truc, mais ce sera d'ici un mois et Ouais. demi. Donc j'ai dit à mon éditeur, Ah, génial. ah c'est bon, un mois et demi là, j'ai une préface de la voix de Goku et tout. Donc ça m'a Parfait. laissé le temps de refaire 2-3 trucs. Ça allait, j'ai réussi à l'écrire assez vite parce que pendant un an et demi, j'avais ultra peur d'écrire, mais je me suis dit, je réfléchissais à mon plan. C'est-à-dire que j'avais pas écrit une seule ligne, mais j'étais quand même là à me dire, ok, bon, bah, Oui. comment je construis le machin, c'est quoi les thématiques que je veux aborder. À partir de la Perfect Edition de Fédois Lamodière, qui en plus est une super belle édition, avec la traduction vraiment mise à jour, quoi, par rapport aux éditions Pastel où tu avais des trucs Oui. un petit peu vite fait, de me dire, bon, je vais quand même essayer de me rapprocher au plus près, enfin, avec une trad en qui j'ai confiance pour pas avoir des soucis de sens ou de Oui. mauvaise compréhension de ce qui se passe vraiment dans le manga d'origine. À la fin de ce truc-là, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir galéré autant, tu vois, à t'y mettre. Tu t'es foutu dans un C'est le stress pas stress. possible. Et du coup, tu t'es foutu dans la merde parce que t'as dû rusher ça en un temps record. C'est pas, normalement, tu prends pas, tu fais pas ça sur une période aussi serrée, quoi, d'écrire un bouquin comme ça. Du coup, j'ai commencé moi, ça m'a fait sauter le pas de dire, je vais commencer une thérapie. Ah oui. Ouais. Tu vois, genre vers la fin du bouquin, j'ai fait, ok, Ah, c'est hyper intéressant. je vais travailler là-dessus, machin. J'avais déjà identifié, entre guillemets, tu vois, dans les leçons, un truc principal, et je trouve que c'est pas forcément ce qui reste dans la tête des gens vis-à-vis du personnage de Goku, c'est quand même enfin, la naïveté et puis le truc très enfantin qui reste tout du long. C'est-à-dire que quand tu te dis, ok, est-ce que je prends Goku comme modèle, c'est vrai que tu penses à Goku adulte, et puis tu te dis, bon, bah, il fait un peu que se battre, au niveau de la famille, c'est pas dingue, un peu obsessionnel du combat. En vrai, je trouve que c'est pas trop le cas parce que si tu relis vraiment le manga, je trouve que vers la fin, les derniers arcs, il est quand même un petit peu en défense. La Terre est menacée. En fait, des gens viennent, menacent ma famille, mon groupe d'amis, la Terre, et donc je suis un peu en mode défenseur. Après, je suis content parce que je vais pouvoir faire la bagarre. Mais il y a ça. Et dans toute la première partie Dragon Ball, il est très enfant naïf, qui se fait embarquer dans des aventures et qui, juste parce qu'il a cette bonté de cœur, cette naïveté, et qu'en même temps il est invincible. C'était ça le plus important et que c'était peut-être ça les trucs à garder. Ouais. Les gens oublient un peu. Après, on rentre dans des choses qui sont politiques. Je pense que toute œuvre est politique et que pour le coup, en tout cas, tu peux en faire une lecture politique. Que pour le coup, Dragon Ball, il y a des gens qui en retiennent un truc très méritocratie, genre Goku, il arrive et c'est le plus fort parce qu'il s'entraîne sans relâche pour devenir le meilleur, etc. Et tout ça et tout ça. Moi, c'est pas tellement la partie qui m'intéresse. En tout cas, je pense que c'est pas ce récit-là dont on a besoin forcément. Dans l'aspect qu'il ne faut pas faire des efforts pour arriver à atteindre ses objectifs. Je le dis dans le bouquin. C'est juste que ça n'est pas tout. Et tout ne se décide pas par ta seule volonté propre d'arriver à quelque chose. Il y a les circonstances, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Donc il y a aussi une question de lâcher prise par rapport à tout ça. Tu ne peux pas être en contrôle de tout, tu ne peux pas être en contrôle des paramètres, je sais pas moi, l'économie, où tu vis, où tu es né, qui est ton entourage. Par contre, les valeurs de Sangoku qui sont pour moi primordiales et qu'a priori on peut tous appliquer, c'est essayer de rester connecté à cette partie de notre enfance, cette curiosité, cette découverte, cette tolérance, ce truc d'aborder les choses sans trop de préjugés, avec la limite de savoir identifier quand quelque chose est dangereux. Et voilà, et puis c'est ce qu'il y a de beau dans ces relations aux autres, parce que finalement, c'est peut-être plus ça, on est des créatures sociales, voilà, l'humain n'est pas fait pour vivre seul en vase clos,
Et c'est une manière, voilà, c'est une manière d'être que je trouve belle. C'est ce que je trouve qu'il y a de plus beau dans ce personnage. Et donc c'est un peu ce truc-là que je voulais défendre, qui va avec il est super puissant quand il passe en Super Saiyan et qu'il défonce tout. Ouais. Le personnage est plus nuancé que ça quand même. Oui, je trouvais ça intéressant, t'as apporté pas mal de nuances. J'ai un petit jeu, Ok. mais qui a un rapport avec ça. Et j'essaye de te faire deviner une news autour du Japon. Alors, tu vas voir. Ok. C'est à Osaka, il y a des dirigeants d'entreprise qui récemment ont participé à un cours sur un sujet. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont fait, donc, alors à Osaka, ils ont fait un séminaire. Des dirigeants d'entreprise. Donc avec un rapport avec Dragon Ball. Alors le rapport, il est pas... le rapport, je t'expliquerai, mais il est pas évident comme ça. D'accord, ok. Je peux poser toutes les questions que je veux si tu veux. pour essayer de deviner. Ouais. Donc, Ouais, les chefs d'entreprise ont participé à un séminaire à Osaka. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de management? Alors c'est un petit lien. Ok. Est-ce que c'est pertinent que ce soit Osaka ou pas? Non, ça aurait pu être n'importe. Donc quand tu dis c'est par rapport à un management, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en application avec leurs employés. C'est ça. D'accord. C'est par rapport au lieu de travail? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas. C'est les conditions de travail peut-être? Les conditions de travail? Ouais. Ok. C'est un truc par rapport au salaire, aux horaires, à des trucs très concrets? Non, pas... Si. Ah si, Ouais. ok. Sur le temps de travail? Oui, ça rentre en jeu, je pense. Ok, alors est-ce que c'est genre par exemple un créneau de libre pour aller, ouais, ok, un créneau de libre pour lire des mangas, pour voyager? Non, plus simple. Pour dormir? Non. Non, il faut que je cherche un rapport avec Dragon Ball là. Est-ce qu'on est au moment où je cherche un rapport avec... Non, mais attends, je suis pas loin. Il leur faut un créneau de libre. Donc c'est pas pour voyager, c'est pas pour dormir. C'est par rapport à manger? Non? Un petit peu plus large. Mais c'est le bien-être des employés. D'accord. Qu'est-ce qui fait du bien dans la vie? Ouais. Non, mais je sais pas. Comment est-ce que tu te ressources, balader, manger. Moi, je sais pas si je me ressource en le faisant, mais je joue aux jeux vidéo. Mais non, ouais, je dors, je sors, je mange bien. C'est expérimenter quelque chose pour qu'ils puissent laisser les employés l'expérimenter aussi. L'image, c'était assez drôle, c'est des cinquantenaires qui, tu vois, vraiment chefs d'entreprise un peu haut dans la hiérarchie, qui ont testé quelque chose. Peut-être qu'en faisant cette activité, ils se rendent compte que les employés ont besoin de temps pour quelque chose. En fait, les chefs d'entreprise ont fait ce séminaire pour se mettre dans la place de leurs employés et se rendant compte que les employés ont besoin de... Surtout au Japon, parce que... Non, je veux bien un indice. Comment dire? Le féministe. Ah, c'est vis-à-vis du congé menstruel ou... Presque. Presque. Mais parce qu'ici, il y a eu des expérimentations de congé menstruel en plus, je crois. J'ai cru entendre parler, mais certaines entreprises, je ne crois pas au niveau national, mais je crois que certaines entreprises ont mis ça en place. Ok, c'est vrai que j'ai cru voir passer la news. C'est pas le congé menstruel, mais c'est le congé... Maternité? Paternité? Ouais. Ah, genre c'est pour rallonger le... C'est un rallongement du congé paternité? C'est pas... Eh ben, rien à voir. je te dis. Ouais, vas-y, dis-moi. Comment les chefs d'entreprise, ils ont pris des cours pour apprendre à faire à manger et apprendre à s'occuper d'un bébé. Ah. Et donc l'image est assez drôle parce que vraiment... Alors, il n'y a pas la photo où ils portent des faux bébés, parce que là c'est quand même spécial, mais ils l'ont fait apparemment et ils ont aussi pris des cours pour apprendre à faire à manger. Alors je pense que tu vois, ils ont déjà des familles, enfin c'est un peu tard. Ouais. Mais l'idée c'est qu'ils se rendent compte que c'est des tâches. Ouais, que le travail... Peut-être plus de temps pour leurs employés hommes à expérimenter ça. Et alors le lien avec Son Goku, c'est que je trouve que dans l'œuvre, tu dis qu'effectivement en tant que père et en tant que mari, il n'est pas le père idéal. Mais en même temps, tu nuances en disant que de toute façon c'est une œuvre qui est un petit peu datée, etc. Oui. Mais on voit que les femmes apparemment au Japon font encore 81% du travail à la maison. C'est hyper intéressant et je pense qu'il faut surtout pas blâmer les hommes japonais, tu vois, c'est pas du tout ce que je veux amener. Que vraiment, ils ont même pas l'opportunité, tu vois, au travail, on va beaucoup plus laisser les femmes partir quand il faut s'occuper de l'enfant, c'est la femme qui va avoir plus de possibilités de se libérer. Et eux, ils vont avoir beaucoup plus d'heures sup, puis de travailler le soir, ce genre de choses, tu vois. Justement, je trouve que ça pose une autre question. Même moi, en tant que jeune femme, où je vois qu'autour de moi, j'ai de plus en plus d'amis qui commencent à avoir des enfants. Je me dis, et même je vois mon copain aussi, on l'envisage pas, mais on se pose quand même les questions
comment on peut faire en fait? On a des journées complexes. Ouais, au niveau de... Lui Ouais. aussi. D'où ma question, comment est-ce que toi, est-ce que tu aurais un conseil pour ma génération qui est un peu perdue sur ces questions-là, tu vois? Est-ce que toi, tu trouves un équilibre ou... En vrai, c'est assez difficile et je suis pas... enfin, le problème, c'est que je pense que je m'estime pas comme représentatif. Je suis intermittent. Donc, en réalité, c'est moi qui décide ou non les jours où je travaille. Mais Et ça donc, il y a des m'avantage, jours tu vois. où je peux très bien dire, ah bah non, là, j'ai un truc. En fait, généralement, quand ma fille va avoir un rendez-vous médical, un machin et tout, que ça va tomber sur un jour où potentiellement je suis censé bosser, généralement, enfin, il arrive assez souvent que je dise, bah en fait non, j'accepte pas de boulot ce jour-là, et puis je peux gérer ma fille Un gros avantage. et machin et tout. Même pendant toute la période du Covid, du coup, ma meuf était en CDI, en full télétravail, mais à plein temps. Et donc, bah, moi, j'étais papa à plein temps. Et elle était... Enfin, elle, c'était stressant parce que du coup, elle culpabilisait d'un truc, tu vois, que ah, bah, là, je m'en occupe pas. C'est toi qui tapes tu vois, le côté parental et tout. Et en même temps, ça lui foutrait un stress parce qu'elle était déjà dans le stress du taf. Et puis, dès qu'elle sortait, elle disait, ah, bah, il faut aussi que je fasse des trucs vis-à-vis de la gestion parentale et tout, machin. Et c'est un peu galère, quoi. Écoute, je sais pas, là, je vois... En fait, il y a deux questions dans ton truc. C'est comment est-ce qu'on se débrouille par rapport à juste tes horaires et vis-à-vis de ton employeur et machin et tout ça. Et puis, en même temps, ce que tu disais vis-à-vis de l'anecdote, c'est il y a la répartition, tu vois, dit homme-femme dans le cas d'un couple hétérosexuel, mais tu vois, après, t'as aussi les couples homoparentaux et du coup, t'as moins cette distinction sur les rôles, enfin les genres, quelles tâches sont traditionnellement assignées à l'un à l'autre, etc. Donc, c'est pas une question facile par contre. ouais, non, c'est pas une question facile. Donc, ouais, je te dis, moi, je suis pas représentatif. Après, en législation française, c'est vrai que moi, ma réponse, ça va être comment tu te débrouilles avec ça. Je veux dire, bah, c'est pas vraiment, le système n'est pas très très bien fait pour que tu puisses te débrouiller avec ça. C'est-à-dire qu'on est encore légalement sur un système où on compte sur le fait qu'il y ait des personnes qui ne travaillent pas, au sens légal, contrat de travail, etc., qui fassent le travail domestique qui permet, tu vois ça. Et dans la plupart des cas, les femmes. Et c'est très intéressant que ces sujets-là, notamment dans les cercles féministes, on en parle de plus en plus, de se dire en fait, le travail domestique est un travail qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré, mais il devrait être pris en compte en fait dans les statistiques de travail. Les femmes sont des grandes perdantes de l'économie parce que notamment, c'est généralement à elle que revient cette tâche-là. Donc, ma réponse sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, on va voter pour des gens qui sont prêts à faire avancer les choses peut-être vers le mieux sur ce côté-là, de reconnaître ça. Enfin, tu vois, typiquement, l'histoire de... Moi, j'ai pas le congé paternité. J'avais... en intermittence, en fait, c'est même pas une bonne chose de prendre un congé paternité. Quand tu es intermittente, le congé maternité, c'est très très mal fichu. Mais c'est un statut spécial. Mais en gros, c'est plus l'idée de... Vaut mieux que tu prévois et que tu ne bosses pas pendant tout ce temps-là et que tu ne demandes... Comme un indépendant. Voilà. Et que tu gères ton truc. Mais pour les gens qui sont dans des contrats, on va dire, plus classiques, bah, en vrai, c'est trop court, quoi. C'est trop court. 2 mois, c'est rien du tout. T'es pas du tout sorti. C'est quasiment impossible. Je connais pas de parents qui ont trouvé leur rythme au bout de 2 mois, quoi. 2 mois, normalement, si t'as du bol, le moment où ton enfant commence à faire ses nuits. Tu vois, il faut que tu retournes au taf. Donc pour moi, il y a un vrai truc qui va pas à ce niveau-là. À l'époque où moi j'ai eu ma fille, le congé paternité pour des gens qui étaient en CDI, c'était 2 semaines. Maintenant, c'est 1 mois. Déjà, c'est une bonne chose. Mais ça devrait être plus. Et ouais, je sais pas comment dire les trucs. Il y a plein de modèles différents selon les pays, donc on peut aller chercher des inspirations ailleurs. Mais je crois qu'il y a des pays où, genre, globalement, les 2 parents ont genre pratiquement. Quasiment le même, et puis genre une période beaucoup plus longue. Tu dis, bah, c'est logique dans la vie de la communauté. Je sais pas comment primitivement ça se passait, tu vois, mais j'imagine que... non, primitivement, je pense que c'est les femmes qui devaient se taper tout le boulot encore, mais... c'est possible. Mais... Donc voilà, d'une part, il y a ça, enfin, prendre tout le temps qui est possible. Au niveau professionnel, je sais pas comment dire, mais c'est le truc d'arriver au plus sans clasher, de dire, mais en fait, c'est normal que
mon enfant soit ma priorité par-dessus mon taf. De toute façon, je pense que quand tu deviens parent, ça a été assez évident qu'immédiatement, il n'y a pas plus important. Il n'y a pas une chose plus importante au monde que mon enfant pour moi. Donc ça te change absolument tous tes repères. Le taf devient plus... c'est pas que tu t'en soucies plus, c'est juste que... c'est pas du tout le même niveau. Ça devient évident en fait, tu vois. Et donc, est-ce que c'est plus possible par rapport à mon taf? Peut-être que mon taf, peut-être que je vais changer de boulot en fait. C'est qu'il y a ça aussi. Hein. Ouais. Si la personne ne peut pas du tout. Je sais qu'au Japon, c'est difficile. C'est encore mal vu pour les hommes de prendre leur congé maternité. Mais ils le font. Enfin, je vois qu'autour de nous, il y en a qui le prennent. Quoi. Donc, c'est bien. Et après, sur la répartition, homme-femme de ces trucs-là, moi j'ai l'impression que ça change. En fait, c'est pas à moi de dire. Enfin, c'est bizarre parce que je suis du côté des. De toute façon, je suis un homme. Oui, non, mais c'était plus général. Hein. Ouais, non, mais je suis du côté des privilégiés. Non, mais c'est important, tu vois. C'est quand on parle d'inégalité homme-femme par rapport à ces sujets-là, tu vois, enfin même par rapport à des trucs moins drôles, je vais être sur quelque chose de très. Moi, je suis du côté des privilégiés, donc je ne peux avoir ma voix que du côté des privilégiés. Rejoins à dire, je n'estime pas que ce soit normal que les choses soient comme ça. Même dans le livre, hein, je trouve que tu en parles bien quand tu parles de la famille aussi. Oui, je pense que c'est difficile de dire Goku, c'est bien. Après, tu vois, au niveau famille. Après, un truc qui est là où il faut lui rendre justice dans l'autre sens, c'est que je pense qu'il aime ses enfants, vraiment sincèrement. Je pense que c'est le feeling que tu as en lisant l'œuvre. C'est juste qu'il s'en occupe extrêmement mal. Mais il les aime. Il y a, tu vois, tu peux, à la limite, c'est plus important. Enfin, c'est quand même mieux qu'il y ait de l'amour plutôt que, tu vois, des sentiments moins positifs vis-à-vis de ses enfants. Mais ouais, c'est quand même pas très juste pour Chichi, qui est présenté comme une mégère, tu vois, à des moments. Mais enfin, ceci dit, je soupçonne Toriyama quand même de pas être si misogyne que ça. Je pense qu'il est plus justement... en fait, il est plus à taquiner son personnage principal de... Ouais, t'es quand même un peu un gros naze vis-à-vis des femmes et elles ont raison de t'en coller une quand tu fais n'importe quoi. Aussi. Cette émission s'appelle Honne et je sais pas si tu vois Honne Tatemae. Non, pas du tout. C'est deux mots qu'on associe souvent, où Tatemae c'est plus le côté qu'on montre à la société et le côté un peu poli. La façade que les Japonais montrent en société. Et Honne, c'est tes vrais ressentis. Et donc, il y a c'est un côté un peu soit négatif, soit ça dépend de la vision que tu as. Ouais. Tatemae, c'est pour mettre les gens à l'aise, donc il y a ce côté Tatemae. Et Honne, c'est tes vrais sentiments. Donc nous, on a tendance à vouloir savoir ce que pensent les gens. Mais il y a un petit côté aussi, c'est pas toujours positif, tu vois. C'est vraiment ce que tu penses. Et ça dépend à quel point tu rentres dans le... Ouais, c'est ça. Au fond du fond de... Et l'objectif du podcast, c'était de connaître vraiment le point de vue des invités. Toi, il y a quelque chose que j'ai pas forcément évoqué, que les gens ne connaissent pas forcément sur toi et que tu aimerais dire. Wow. Une chose que j'ai pas... Ou même un projet, tu vois, que j'ai pas forcément évoqué et dont tu aimerais bien parler. C'est très très large. Non, je pense que... Enfin, c'est un peu con de dire ça, mais je pense que j'ai quand même la chance de faire... moi, de bosser dans des trucs qui sont quand même à la base mes passions. Donc, quand tu es là-dedans, tu vois, il n'y a pas trop de secrètement je voudrais faire ci ou secrètement je voudrais faire ça. C'est plus. T'es plus dans comment je peux m'arranger pour arriver à terme, tu vois, aller dans les directions de ce que j'aime. Enfin, tu vois, j'ai fait. Le manga, l'animation, c'est des trucs que j'ai couverts pendant des années, plutôt depuis Paris. Tu vois, là, je suis ici pour tourner des interviews pour un projet qui, je pense, va être très cool et j'espère, j'en parle de manière assez vague parce que c'est pour dans longtemps et que voilà. Enfin, je pense que dans moi, ce qui me définit, il y a un peu ça, quoi. Il y a l'amour de la pop culture, pas forcément que asiatique, mais il y a un amour de la pop culture et puis il y a un truc profondément musical. Et que quand les choses peuvent se croiser, je suis vraiment à peu près au meilleur endroit où je puisse être. Ouais, au niveau projet perso, c'est ça. Je pense que mon livre est, j'imagine, une plutôt bonne fenêtre sur moi, mes idées, mes idéaux. Encore une fois, je pense qu'il y a... Je redis politique, mais vraiment, en le disant, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que la politique, c'est notre rapport au monde et aux autres.
Et en ça, ça nous définit et ça définit nos interactions avec notre entourage. Et je pense que dans l'idéal, ce que je veux mettre en application, alors pour le coup c'est du tatemae, je pense, parce que je le mets dans un livre, je le présente à tout le monde, tu vois. Oui. Ouais. Et donc c'est vraiment le bon bah ok, moi tatemae c'est ça, mais ça part quand même ça part d'un fond, c'est sincère, je crois en ces trucs-là. C'est des valeurs humaines dans lesquelles je crois. Ça veut pas dire que je les incarne tout le temps. Je sais pas, j'ai du ressentiment pour les gens, j'ai déjà eu de la haine profonde pour des gens, parce qu'on a tous eu des moments d'égoïsme, de mesquinerie, de machin. Après c'est ce que tu vois, ce que t'en fais. T'essayes en tout cas de pas aller de ce côté-là de la balance. Je pense que le but du jeu à la fin du truc est quand même de dire, enfin je peux accepter ma part d'ombre, mais c'est quand même pour apporter de la lumière autour de moi, apporter de la chaleur, apporter de l'humanité. Ça donne bien envie de lire le livre, je trouve. Mais oui, donc... disponible aux éditions de l'Opportun. Non mais vraiment, je conseille de vous procurer, ça se lit, en plus ça se lit vraiment bien, je trouve que c'est très agréable. Oui, l'idée c'est de faire un truc léger qui soit pas non plus un manuel ultra prise de tête. Après je fais un petit big up aussi à mes collègues avec qui j'ai fait quelques séances de dédicaces aux éditions de l'Opportun, parce que là moi en l'occurrence c'est Dragon Ball, je suis génération Dragon Ball, mais j'ai aussi rencontré les auteurs qui sont occupés des titres sur One Piece, des titres sur Naruto, des titres sur l'Attaque des Titans, où généralement c'est moins agir et penser comme Eren Yeager, même si j'ai pas encore terminé de lire le truc, mais j'imagine qu'il faut pas agir et penser comme Eren jusqu'au bout du bout. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Mais qu'en tout cas, ouais, il y a du positif sur les personnages, mais aussi sur les implications philosophiques. Enfin, en tout cas, de voir. On va en philosophie, on va en psychologie, et puis on va étudier ces notions, mais en résonance avec le manga. Tout est fait pour être accessible. One Piece et la politique. One Piece, leçon de pouvoir, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce révolutionnaire de Luffy. Tout est dispo, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et merci aux personnes qui ont regardé la vidéo. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez ce format et si vous voulez qu'on continue. Et n'hésitez pas à commenter et à nous proposer des améliorations. D'autant que je parlais tout à l'heure de prendre des remarques de la meilleure manière possible. Donc, je suis ouverte à tout commentaire dans la bienveillance. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Les commentaires dans la malveillance seront bloqués. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'étais très contente de venir. À la prochaine. Ouais, carrément. À un autre reportage.